Le 19 septembre 2025, Donald Trump annonça un décret qui frappa comme une hache. Plus de 12 000 Burkinabés privés de visa en une phrase. Dans ce chiffre froid, 5 300 étudiants virent leurs rêves suspendus, leurs diplômes menacés. Que signifie pour vous, spectateurs, quand des vies entières sont réduites à des statistiques et qu'Ibrahim Traoré se lève pour dire non? Cette collision brutale entre chiffres et dignité ouvrit une faille que personne n'avait prévue. Ce récit n'est pas seulement celui d'un décret américain, c'est l'histoire d'un affront qui redessine les lignes de pouvoir entre Washington et Ouagadougou. Dès l'instant où la Maison-Blanche annonça l'interdiction, une question simple mais lourde de conséquences surgit: que perd l'Afrique si elle plie? Pour vous, spectateurs, la promesse est claire: comprendre comment un acte administratif peut déclencher un séisme géopolitique. Dans les 25 prochaines minutes, nous dévoilerons non seulement les chiffres et les décisions, mais aussi les visages derrière. Car le véritable enjeu dépasse les visas. Il s'agit d'honneur, de mémoire et de survie. Restez avec nous, car chaque étape révélera pourquoi ce choc pourrait devenir un tournant et comment la réaction d'Ibrahim Traoré pourrait transformer une humiliation en moteur d'unité. 12 000 vies réduites à un décret, 5 300 étudiants menacés d'expulsion. Voilà la révélation initiale, brutale, posée dès les premiers instants. Ces chiffres ne sont pas neutres. Ils représentent des destins suspendus, des familles qui avaient vendu leurs terres, accumulé pièce par pièce pour financer un rêve devenu soudainement un cauchemar. Le contexte est essentiel pour comprendre. Le 19 septembre 2025, Donald Trump signa depuis la Maison-Blanche une interdiction totale visant les Burkinabés. Dans les 90 jours, plus aucune entrée, plus aucun renouvellement. Les bourses, les emplois, les projets universitaires, tout bascula. À Houston, un étudiant écrivit à sa mère: « Seront-ils venus me chercher avant mes examens? » Au même moment, à Ouagadougou, des parents se massaient devant le ministère de l'Éducation, leur voix tremblant de colère et d'impuissance. Ce n'était pas une décision bureaucratique, c'était un geste politique, un châtiment maquillé en loi. Car derrière l'annonce, une justification, le Burkina Faso venait de signer un pacte de défense d'1 milliard avec Moscou et un accord aurifère de 3 milliards avec Pékin. Pour Trump, c'était une trahison. Pour Ibrahim Traoré, c'était une affirmation d'indépendance. Ainsi, la contradiction devint claire. Aux yeux des Africains, l'interdiction résonna comme un écho des siècles. Navire négrier, colonie décidant qui apprend et qui meurt, puissance extérieure dictant l'avenir. Pourtant, en 2025, la mémoire devint moteur. Le jeune président n'apparut pas comme un suppliant, mais comme un soldat de son peuple, prêt à transformer une gifle en cri de ralliement. Au lendemain du décret, les rues de Ouagadougou s'éveillèrent différemment. Ce n'était plus une capitale ordinaire, mais une arène où la colère se transforma en mouvement. À midi, plus de 5 000 personnes encerclèrent l'ambassade américaine, brandissant le rouge, le vert et l'or du drapeau national. Sur leurs pancartes, des messages simples mais tranchants: « L'éducation n'est pas une arme. L'Afrique n'est pas un trou. » Au milieu de cette foule surgit la figure centrale, Ibrahim Traoré. Habillé de sa tenue militaire, il se plaça devant les caméras avec un calme saisissant. Ses mots furent mesurés, mais chaque syllabe résonna comme un coup de marteau. Ce décret n'est pas une politique, c'est une punition. Le Burkina Faso ne pliera jamais. L'Afrique ne pliera jamais. Dans cette déclaration, il ne parlait pas seulement pour une nation, mais pour un continent. L'impact fut immédiat. Dans les universités, des étudiants, autrefois tournés vers Harvard ou Stanford, se mirent à scander son nom. Dans les villages, les radios locales diffusaient ses paroles en boucle, rappelant aux anciens la voix de Thomas Sankara. Pour beaucoup, le jeune capitaine devenait le guide d'un récit collectif, incarnant une dignité refusée trop longtemps. Le « so what » de ce moment était clair. Ce n'était plus une crise de visa, c'était une bataille pour la reconnaissance. Tout bascula en quelques heures. Le décret, signé à Washington, se transforma en onde de choc qui traversa l'Atlantique pour frapper le cœur de l'Afrique de l'Ouest. À Ouagadougou, l'ambassade américaine reçut des câbles ordonnant l'arrêt immédiat du traitement des visas. Les consulats régionaux de Bamako et Niamey suspendirent leurs activités. La porte ne se refermait pas lentement, elle claquait avec violence. Dans les dortoirs de New York, de Houston et de Californie, les étudiants burkinabés se rassemblèrent devant leurs écrans, certains en larmes, d'autres silencieux. Des messages affluaient vers leurs familles. « Maman, que vais-je devenir? Papa, dois-je abandonner mon diplôme? » L'angoisse se répandit plus vite que les câbles diplomatiques. En quelques jours, la peur se mua en colère.
Le 20 septembre au matin, les rues de la capitale burkinabé s'emplirent de voix. Les syndicats rejoignirent les étudiants. Les mères brandirent les photos de leurs enfants à l'étranger. Des chants montèrent « Respect pour l'Afrique ». Ce n'était pas une marche ordinaire, c'était une insurrection civique. Puis survint l'apparition d'Ibrahim Traoré. Devant les caméras, il prononça une phrase qui fit l'effet d'un coup de tonnerre. Une fois encore, l'Amérique crache sur la dignité africaine. Mais qu'on m'entende bien, le Burkina Faso ne s'agenouillera jamais. Ces mots furent répétés dans chaque foyer, transformés en slogans sur les pancartes, diffusés en boucle par les radios communautaires. Le mouvement prit de l'ampleur. À Bamako, Assimi Goïta dénonça le décret comme une humiliation pour tout le continent. À Niamey, le gouvernement proclama sa solidarité. Le Sahel Alliance, né en 2023, trouva dans cette crise une raison de se serrer les coudes. Ce qui avait commencé comme une punition visant un pays s'élargissait désormais à toute une région. Les réactions internationales suivirent. À Addis Abeba, l'Union africaine convoqua une réunion d'urgence. À Accra, à Johannesburg, à Dakar, les dirigeants dénoncèrent l'attaque contre les étudiants africains. La BBC parla d'un choc de vision du monde. Africa News titra « L'Afrique se lève ». Sur les réseaux sociaux, le hashtag Africa Not a Whole explosa avec plus d'1,5 million de mentions en 24 heures. Pendant ce temps, à Washington, les applaudissements fusaient dans les cercles proches de Trump. Les républicains saluèrent une démonstration de force. Mais au Congrès, des voix s'élevèrent. Le sénateur Cory Booker déclara « Ce n'est pas la Russie ni la Chine que nous isolons, ce sont les enfants de l'Afrique ». Même les universités américaines, d'ordinaire silencieuses, protestèrent. Harvard, Columbia, UC Berkeley publièrent des communiqués appelant à la révision du décret. Pourtant, dans les rues de Ouagadougou, ces débats lointains comptaient peu. Ce qui importait, c'était la voix des jeunes, la dignité des familles, l'image d'un président transformant une gifle en levier politique. Ibrahim Traoré n'était plus seulement un chef d'État, il devenait un symbole continental. En 3 jours, tout s'était enchaîné comme une montée, un sommet et une résonance. En 3 jours, l'événement s'était mué en drame collectif, puis en flamme de résistance. Derrière l'émotion, les chiffres révélèrent l'ampleur du choc. Chaque année, près de 150 millions de dollars provenaient des envois de fonds des Burkinabés installés aux États-Unis. Cette somme représentait une part vitale du revenu national, soutenant des milliers de foyers. Les économistes avertirent, si les transferts s'effondraient, le Burkina Faso pourrait perdre 1 à 2 % de son PIB en moins de 12 mois. Un tel recul n'était pas abstrait. Il signifiait des écoles fermées, des hôpitaux sous-financés et des projets d'infrastructures stoppés. Le deuxième chiffre clé fut humain. 5 300 étudiants directement menacés d'expulsion. Derrière ce nombre, des visages. Un ingénieur en formation au Texas, une interne en médecine à New York, un doctorant en sciences à Berkeley. Tous avaient quitté leur famille pour revenir avec un savoir indispensable. Tous risquaient désormais d'être renvoyés sans diplôme. La conséquence dépassait les parcours individuels. C'était une génération de compétences arrachées, une fuite de cerveau inversée par décret. Enfin, un troisième chiffre fit trembler les colonnes de l'économie nationale. Le Burkina Faso avait signé en 2025 2 accords stratégiques. 1 milliard de dollars pour un pacte de défense avec Moscou et 3 milliards dans le secteur aurifère avec Pékin. Ces montants, immenses pour un pays sahélien, expliquaient la fureur de Washington. Aux yeux de Trump, cet argent consolidait les rivaux. Mais pour Ouagadougou, il s'agissait d'une planche de salut, financer des armes, des routes, des emplois. Chaque dollar représentait une tentative de sortir de la dépendance. Pris ensemble, ces 3 données dessinèrent une équation brutale. Moins 150 millions de transferts, plus des milliers de jeunes déracinés, contrebalancés par 4 milliards d'accords extérieurs. Le contraste était saisissant. Baseline, Delta, d'un côté la coupure immédiate, de l'autre la promesse incertaine d'alliances nouvelles. Pour le citoyen lambda, cela se traduisait par des inquiétudes très concrètes. Les commerçants de Ouagadougou craignaient la chute de la demande en dollars. Les parents redoutaient de perdre l'investissement de toute une vie. Les étudiants ressentaient le poids d'un avenir suspendu. Ibrahim Traoré, lui, transformait ces chiffres en levier politique. « Si nous ne défendons pas nos enfants, quelle indépendance prétendons-nous avoir ?» déclara son ministre des Affaires étrangères au Parlement. Les données ne restèrent donc pas des abstractions. Elles alimentaient le discours, justifiaient la mobilisation et donnaient au conflit une épaisseur économique et stratégique impossible à ignorer.
Les défenseurs du décret américain avançaient deux arguments principaux. Le premier, celui de la sécurité nationale. Selon la Maison-Blanche, laisser entrer des étudiants et des travailleurs venant d'un pays ayant signé des accords militaires avec Moscou et économiques avec Pékin revenait à tolérer une infiltration. Trump l'exprima avec brutalité. Les États-Unis ne récompenseront pas ceux qui renforcent nos adversaires. Dans ce cadre, chaque Burkinabé devenait, aux yeux de ses conseillers, un pion potentiel d'une influence hostile. Le deuxième argument reposait sur la logique de pression diplomatique. En frappant les familles et les jeunes, Washington espérait forcer Ouagadougou à revoir ses alliances. La doctrine n'était pas nouvelle, sanctionner la population pour contraindre les dirigeants. Les partisans de cette approche affirmaient que seule une mesure spectaculaire, touchant directement le tissu social, pouvait faire plier Ibrahim Traoré. Pourtant, ces arguments rencontrèrent une série de contrepoints puissants. D'abord, aucun rapport de sécurité ne démontrait que les étudiants burkinabés représentaient une menace. Au contraire, les universités américaines soulignèrent leur contribution en médecine, en ingénierie et en recherche. L'idée d'une infiltration relevait plus du symbole que de la preuve. Ensuite, la stratégie de pression avait déjà montré ses limites. En Iran, à Cuba, au Venezuela, frapper la société civile n'avait pas fait tomber les gouvernements, mais avait radicalisé les opinions. Enfin, l'effet produit fut inverse. Loin d'isoler Ouagadougou, la mesure l'intégra dans une solidarité régionale. Le Mali et le Niger dénoncèrent l'attaque, l'Union africaine parla d'un affront collectif et même certains alliés occidentaux craignirent une fracture durable. Ainsi, ce qui était présenté comme une démonstration de force apparut comme une faiblesse stratégique. En confrontant les deux raisonnements, une conclusion s'imposa. Le décret, loin de protéger l'Amérique, renforçait l'influence de ceux qu'elle voulait contenir. La porte s'est refermée trop vite. Cette phrase, prononcée par un étudiant de Houston, devint le symbole d'un basculement. Car au-delà des visas, un changement profond se préparait. Au début d'octobre, tandis que les rues de Ouagadougou vibraient de slogans, les négociations secrètes s'accéléraient. Derrière les banderoles et les caméras, des diplomates burkinabés, russes et chinois travaillaient sur un texte inédit. Ce n'était plus seulement une riposte verbale à Washington, c'était la préparation d'un pacte trilatéral. Le contraste était saisissant. Alors que Trump croyait isolé, il poussait son adversaire vers de nouveaux partenaires. Alors que des familles pleuraient des rêves brisés, d'autres entrevoyaient des opportunités inédites. L'Afrique, longtemps perçue comme spectatrice, devenait actrice d'un renversement. Et, au centre de cette mutation, Ibrahim Traoré apparaissait de plus en plus comme le fil conducteur. Non pas l'homme d'un seul pays, mais la voix d'un continent en quête de souveraineté. Les conséquences du décret se déployèrent comme des vagues, touchant 4 sphères distinctes. Du point de vue des nations, l'effet fut immédiat. Le Burkina Faso, loin d'être isolé, gagna un capital symbolique. Le Mali et le Niger proclamèrent leur solidarité et l'Union africaine convoqua une réunion d'urgence. Le message collectif était limpide. Humilier un pays revenait à heurter tout un continent. La voix d'Ibrahim Traoré, répétée à Addis Abeba comme à Accra, transforma une crise nationale en cause régionale. Du côté des dirigeants nationaux, à Ouagadougou, le décret servit d'arme politique. L'opposition s'inquiéta d'une rupture avec Washington, mais le gouvernement retourna la crainte en levier. Le ministre des Affaires étrangères déclara devant le Parlement « Si nous ne défendons pas nos enfants, quelle indépendance avons-nous vraiment ?» Dans cette rhétorique, les chiffres devinrent des preuves de résistance. Résultat, l'autorité d'Ibrahim Traoré s'élargit, consolidant son image de guide plus que de chef d'État. Du côté de la société civile, les familles burkinabées connurent l'angoisse la plus directe. À Ouagadougou, des mères alignées devant le ministère de l'Éducation brandissaient des lettres venues des États-Unis. Les pères racontaient à la radio comment ils avaient vendu leurs terres pour payer les frais universitaires. Chaque témoignage incarnait une statistique. Et pourtant, la peur ne paralysa pas, elle devint combustible de mobilisation. Les associations étudiantes, les syndicats, les enseignants se joignirent aux manifestations, scandant que l'éducation n'était pas un privilège que l'Amérique pouvait retirer. Pour la communauté internationale, le décret redessina les rapports. À Bruxelles, Joseph Borrell exprima sa crainte d'une fracture de l'Occident. À Moscou et à Pékin, c'était l'occasion rêvée. Lavrov offrit une coopération militaire accrue. La Chine rappela son accord aurifère de 3 milliards et promit 10 000 bourses d'études pour la prochaine décennie. Même aux États-Unis, le contraste s'imposa. Les universités protestèrent, le Congrès se divisa et des critiques parlèrent de sabotage stratégique.
Ainsi, 4 dimensions se rejoignirent. Pour les nations, la solidarité. Pour les dirigeants, un outil politique. Pour les familles, une blessure devenue cri. Pour l'étranger, une redistribution des cartes. Dans ce carrefour, le nom d'Ibrahim Traoré résonnait comme l'axe autour duquel tout tournait. À la lumière des événements, 3 scénarios se dessinaient pour les mois à venir. Dans un scénario de base, le décret restait appliqué, mais les tensions se stabilisaient. Les étudiants burkinabés affectés trouvaient refuge dans d'autres pays, notamment grâce aux bourses offertes par Moscou et Pékin. Le Burkina Faso renforçait ses liens avec ses nouveaux partenaires sans rompre totalement avec l'Occident. Ce scénario impliquait une transition douloureuse mais contrôlable, où les pertes économiques, 1 à 2 % du PIB, étaient compensées par de nouveaux flux financiers. Dans un scénario optimiste, sous pression interne et internationale, Washington assouplissait sa position. Les protestations des universités américaines, les critiques au Congrès et les mises en garde d'alliés européens poussaient l'administration à renégocier. Dans cette hypothèse, certains visas pouvaient être restaurés, limitant les dégâts humains. L'Afrique en sortait renforcée, ayant démontré sa capacité à parler d'une seule voix, et Ibrahim Traoré consolidait son rôle de leader continental. Dans un scénario pessimiste, l'escalade l'emportait. Non seulement le décret était maintenu, mais il s'accompagnait de sanctions économiques. Les transferts financiers depuis la diaspora s'effondraient, plongeant des milliers de familles dans la précarité. En parallèle, Washington accentuait sa pression diplomatique, poussant d'autres pays africains à choisir leur camp. Le risque majeur était une polarisation durable, enfermant le Burkina Faso dans une dépendance excessive vis-à-vis de Moscou et de Pékin. Face à ces trajectoires peu impossibles, une leçon demeurait. Aucun choix n'était sans coût. Mais ignorer la dignité africaine en croyant imposer la peur s'avérait toujours un pari risqué. Pour les spectateurs d'aujourd'hui, la réflexion est simple. Si une nation peut être humiliée par décret, que reste-t-il à protéger sinon la souveraineté elle-même? Au-delà des salles de conférences et des chiffres, cette crise toucha des vies concrètes. Pour les parents burkinabés, c'était le prix d'années de sacrifices qui s'évaporait. L'un d'eux déclara à la radio locale « Nous avons travaillé la terre, vendu nos récoltes, économisé pièce par pièce. Aujourd'hui, une signature à Washington balaie tout cela. » Chaque auditeur entendait dans cette voix l'écho de ses propres luttes. Pour les étudiants, l'impact était encore plus intime. Un doctorant à Berkeley écrivit sur les réseaux « J'ai quitté Ouagadougou pour ramener du savoir. Maintenant, on me traite de menace. » Ces mots se répandirent comme un feu, exprimant une angoisse universelle, la peur de voir ses rêves réduits à néant par une décision lointaine. Pour le spectateur étranger, l'histoire interpellait aussi. Car si l'Amérique pouvait transformer l'avenir de milliers de jeunes en instrument politique, alors aucune promesse internationale n'était sûre. Cette prise de conscience bouscula des débats en Europe, en Afrique, mais aussi aux États-Unis. Et pour vous qui écoutez, la question est directe. Jusqu'où peut aller une nation pour défendre sa dignité? Ibrahim Traoré y répondit avec ces mots, mais la résonance appartient à chacun, car la défense de la souveraineté n'est pas une abstraction. C'est une expérience vécue dans chaque foyer, chaque espoir, chaque sacrifice. Face à la tempête, le Burkina Faso esquissa une feuille de route concrète, étape par étape. Là d'abord, il fallait protéger les étudiants menacés. Le gouvernement engagea des discussions rapides avec la Russie et la Chine pour garantir des bourses et des transferts d'inscription. L'objectif était clair. Aucun parcours académique ne devait s'interrompre brutalement. Là ensuite, il s'agissait de sécuriser l'économie. Les ministres des Finances mirent en place un mécanisme d'urgence visant à compenser la baisse des transferts depuis la diaspora. Cela passait par des crédits spéciaux, mais aussi par des partenariats accélérés avec de nouveaux investisseurs africains et asiatiques. L'accent fut mis sur renforcer la mobilisation diplomatique. Ibrahim Traoré insista sur l'importance de transformer l'indignation en levier. Aux Nations unies, au sein de l'Union africaine, chaque discours fut orienté vers une idée. On ne gagne pas l'avenir de l'Afrique en humiliant sa jeunesse. Là, par la suite, on chercha à encadrer la solidarité intérieure. Les syndicats, les associations étudiantes, les familles furent intégrés dans une plateforme nationale de consultation. L'objectif était de canaliser l'énergie des manifestations vers des propositions concrètes. Enfin, il fallait préparer l'avenir. Le pacte trilatéral avec Moscou et Pékin fut présenté comme un tremplin. Mais Traoré avertit, si nous remplaçons une dépendance par une autre, nous n'aurons rien gagné.
Le plan incluait donc une diversification, avec l'idée de bâtir des alliances multiples pour ne jamais dépendre d'un seul partenaire. Cette feuille de route n'était pas qu'un programme administratif, c'était une stratégie pour transformer une crise en opportunité. Dans la mémoire des Burkinabés, l'image demeure, celle d'Ibrahim Traoré, debout face aux caméras, uniforme simple mais regard inébranlable, répétant que son peuple ne plierait pas. Ce moment rappela à beaucoup la silhouette de Thomas Sankara, le révolutionnaire tombé trop tôt, dont le nom brûle encore dans les rues de Ouagadougou. Pour les jeunes, c'était un signe que l'histoire pouvait se réécrire. Pour les anciens, une revanche longtemps attendue. Ce n'était plus seulement une bataille de visa, c'était une bataille d'honneur. Les chants entendus devant l'ambassade américaine, les larmes des parents, les pancartes brandies par les étudiants, tout cela formait un seul récit, celui d'une nation refusant l'humiliation. Et au cœur de ce récit, une phrase résonne encore, « L'Afrique ne pliera jamais ». Ce récit n'appartient pas qu'au Burkina Faso. Il touche chaque Africain, chaque citoyen du monde qui croit que la dignité n'est pas négociable. Lorsque Donald Trump signa son décret, il voulut imposer la peur. Mais la réponse fut l'unité. Ibrahim Traoré devint le visage d'une Afrique qui refuse d'être marginalisée. Et vous, spectateurs, quelle est votre place dans cette histoire? La question dépasse les frontières. Elle interroge la valeur que nous donnons à l'éducation, au respect, à la souveraineté. Partager cette histoire, c'est contribuer à ce que la voix de l'Afrique ne soit plus étouffée mais entendue. Alors, si ce moment vous a interpellé, commentez, échangez, faites circuler. Car l'histoire ne se construit pas dans le silence. Elle se forge dans le dialogue, dans la mémoire, dans l'action. Vous avez désormais entendu une voix. À vous de la relayer.